Bienvenue chers internautes à l'émission Droit de Cité. Mon invité du jour est un invité spécial, c'est M. Jean Ping, le président élu ou le président de la République du Gabon. M. Jean Ping, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je viens de vous appeler président élu, mais je voudrais qu'on précise, ou sinon que vous nous aidiez. Comment dois-je vous appeler durant cet entretien? Monsieur le Président, Monsieur Jean Ping, Monsieur le Président élu? Je crois que vous pouvez utiliser les termes que vous voulez utiliser. Je suis le président élu, je suis le véritable président de la République gabonaise, mais on avait l'habitude de m'appeler aussi président parce que j'ai présidé la commission de l'Union africaine, et puis je m'appelle Jean Ping. Vous pouvez utiliser les termes que vous jugerez les plus appropriés. Ok, ça va m'aider alors. Monsieur le Président Jean Ping, depuis plusieurs semaines, vous séjournez en Europe avec un passage aux USA. Et on a l'impression, vous m'aiderez, peut-être que je me trompe, hein, on a l'impression qu'il ne vous reste plus que les Occidentaux pour vous aider à, disons, à devenir ce président élu que vous prétendez être. Écoutez, ce qui est essentiel, c'est que durant tout le processus, nous avons appelé la communauté internationale à témoin. Elle nous a assistés, elle nous a donné des conseils. Nous avons souvent pensé que les conseils qui nous étaient donnés ne correspondaient pas forcément à la nature du régime gabonais. Par exemple, le problème de la Cour constitutionnelle, qui est toujours une cour liée au pouvoir, depuis toujours. Et vous appelez la tour de Pise. La tour de Pise, parce qu'elle penche toujours d'un côté, du côté du pouvoir. Mais la communauté internationale nous a dit d'utiliser le processus. Nous avons suivi tout ça. Nous avons suivi tout ce processus. Et nous considérons donc que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à venir, comme nous le faisions avant, à parcourir l'Europe, la France, Bruxelles, l'Allemagne, les États-Unis, pour plaider la cause gabonaise. Mais est-ce que cette communauté internationale ne vous a pas induit en erreur aussi, puisqu'elle vous a dirigé vers cette fameuse tour de Pise? C'est ce que nous leur disons. Nous leur disons clairement, vous nous avez demandé de suivre un processus et nous savions que ça ne marcherait pas. Nous l'avons suivi et c'est à vous de prendre vos responsabilités maintenant. Alors, aujourd'hui, vous êtes en séjour en Occident, mais comment recevez-vous l'accueil de la diaspora? Puisque à votre arrivée à Paris, on avait vu une foule vous attendre. Mais aujourd'hui, quelle place donnez-vous à cette diaspora gabonaise ou africaine qui aspire au changement et à la démocratie dans les pays africains? Nous accordons une part essentielle, une part déterminante à cette diaspora. Vous savez, le Gabon a toujours été considéré, et je crois que c'est le cas, comme un pays pacifique. Un pays qui n'a jamais eu de guerre civile, un pays qui n'a jamais eu de guerre contre ses voisins, un pays mais qui n'a même pas eu de guerre d'indépendance. Donc un pays, en un mot, un pays pacifique. Et dans ce contexte-là, nous nous rendons compte que si la communauté internationale ne joue pas son rôle, les Gabonais qui sont déterminés à faire ce qu'il faut faire, les Gabonais prendront leurs responsabilités. Les Gabonais vont prendre leurs responsabilités, mais aujourd'hui, en Afrique, lorsqu'il y a une crise politique ou une crise militaire, on se retrouve avec cette solution miracle qu'on appelle désormais le dialogue national. Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, on peut aussi croire que la sortie de crise passera par un dialogue national avec M. Ali Bongo? Non, je ne crois pas, parce que le problème du Gabon est relativement simple. Relativement simple. Nous avons eu au pouvoir une famille pendant 50 ans.
Et aujourd'hui, cette famille est représentée par un clan. Et ce clan pose problème, parce qu'il veut se maintenir au pouvoir en permanence. Et donc, ça ne pourra pas se passer comme ça. C'est comme un séisme, hein. Ce qui se passe là ressemble à un séisme, où il y a un premier tremblement de terre, et la maison a bougé, mais ne s'est pas écroulée. Il y a une réplique. Et au bout, la maison s'écroule. Si nous n'avons pas compris ça, c'est que nous n'avons pas compris l'essentiel. Mais vous savez ce que vos détracteurs vous répondent? Ils disent que vous aussi, vous êtes un enfant de cette maison. Vous aussi, vous faites partie de cette grande famille qui a dirigé le Gabon durant 50 ans. Oui, ce serait trop long de vous expliquer, de vous relater mon parcours. J'ai été en exil ici, je suis rentré, je suis ressorti. Ce serait trop long de vous expliquer cela. Mais ça ne change rien. Ce qui change, c'est que le peuple gabonais sait tout ce que vous êtes en train de dire. Et le peuple gabonais m'a élu. C'est ça qui compte. Comment vous expliquez alors ce plébiscite du peuple gabonais? Qu'est-ce qui a fait que le peuple gabonais ait penché plutôt pour vous que pour M. Ali Bongo, quand on sait qu'aujourd'hui les campagnes électorales en Afrique ne se basent pas spécialement sur un programme ou une philosophie politique? D'abord, il faut que vous compreniez une chose claire. L'élection s'est passée comme s'il s'agissait d'un référendum pour ou contre Ali. Pour ou contre Ali. Donc on n'a pas regardé le programme ni votre philosophie? Écoutez-moi bien, je me reprends. Pour ou contre Ali. Et ceux qui étaient contre Ali ont choisi M. Ping, ont choisi le bulletin jaune qui est le mien, qui était en plus un bulletin jaune, pour exprimer leur rejet vers Ali. C'est important. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas compris l'essentiel. Ce n'est pas forcément M. Ping ou M. Y ou M. Z, c'est contre Ali. Et c'est clair, il doit partir. Alors, je voudrais revenir en quelques mots sur votre séjour ici en France, par exemple. Je sais que vous avez rencontré le conseiller Afrique de l'Élysée. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là et surtout, qu'est-ce qu'ils vous répondent, eux, par rapport à la situation gabonaise? Bon, d'abord, je n'ai pas rencontré tel que c'était divulgué dans la lettre du continent. Je n'ai pas rencontré M. Melonio à l'Élysée. J'ai rencontré M. Melonio là où j'avais demandé une audience, c'est-à-dire au cabinet de M. Hérault. Et lorsque je me suis retrouvé au cabinet de M. Hérault, il y avait M. Melonio qui était là, il y avait le directeur Afrique, et il y avait d'autres collaborateurs du ministre des Affaires étrangères qui étaient présents. Laurent Pic également. Voilà. Donc, ce n'était pas nécessaire de rencontrer à nouveau M. Melonio à l'Élysée. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous disent lorsqu'ils entendent votre discours? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez quoi comme retour de leur part? Bon, d'abord, je crois qu'il faut leur poser la question. Parce que ce n'est pas toujours aussi clair que vous pouvez l'imaginer. Je voudrais préciser que j'ai rencontré en France beaucoup de personnalités, à la fois de gauche comme de droite. Moi, je voudrais plutôt qu'on reste sur le rendez-vous au Quai d'Orsay. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce qu'on peut savoir, en tout cas, le retour de ces agents spécialisés de l'Afrique, ce qu'ils pensent de la situation gabonaise aujourd'hui? Bien, écoutez, je crois d'abord que c'est pour cela que je vous demandais plutôt de leur poser la question. Mais tel que je l'ai perçu, je pense d'abord que le Quai d'Orsay sent beaucoup mieux la situation après ces explications qu'avant. Vous voyez, on part souvent du principe de réalisme, en disant, Ali est là, bon, c'est calme, il a réussi à maintenir le calme, il est là, donc bon, il faut faire avec.
Mais lorsqu'on leur explique que le calme, c'est nous qui l'avons organisé, c'est nous qui faisons en sorte que le pays soit un pays mort. C'est-à-dire que le Premier ministre français Manuel Valls a fait une mauvaise analyse. Alors, puisque aujourd'hui, selon les analystes, les spécialistes de la situation gabonaise ont interprété les propos de M. Valls comme étant des propos qui vous invitent, vous aussi, à aller autour d'une table et dialoguer avec M. Ali Bongo. Oui, d'abord, je ne veux pas commenter les propos d'une personnalité de ce rang en France. Je crois que ces propos n'engagent que lui. En revanche, je suis en train de dire que tous ceux qui sentent la situation comme celle-là se trompent. Et je demande qu'ils mettent des lunettes pour regarder la situation au Gabon. Et creuser davantage pour se dire que si la situation leur semble calme, que s'ils pensent qu'Ali est établi, ils se trompent lourdement. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est nous qui installons, c'est nous qui avons préconisé ce calme. Monsieur Jean-Ping, êtes-vous dans l'attente des conclusions définitives de l'Union européenne qui doit présenter le 7 décembre prochain, donc ces conclusions, et surtout en quoi cette déclaration pourrait faire pencher la balance, encore une fois, de votre côté? Nous attendons de la communauté internationale dans son ensemble que par rapport aux engagements que nous avons accepté de prendre avec elle et qu'elle nous a demandé, la communauté, de prendre, qu'elle prenne ses responsabilités, que la Commission de l'Union européenne, qui a supervisé les élections, qui les a observées, qui a vu les anomalies, qui a vu que c'est moi qui ai gagné les élections et Ali les a perdues, qui dise la vérité, c'est tout. Et si la vérité est dite, nous allons déterminer l'avenir du Gabon. Et est-ce que les propos du président tchadien Idriss Déby peuvent être compris aussi comme étant une vérité lorsqu'il lui dit prendre acte? Parce que je sais que vous êtes un grand diplomate, vous savez ce type de langage, ce que cela veut réellement sous-entendre. Lorsqu'un président comme Idriss Déby déclare aujourd'hui prendre acte de l'élection ou de la victoire de M. Ali Bongo, qu'est-ce que vous, diplomate, vous comprenez réellement? Écoutez, c'est très compliqué lorsque les chefs d'État s'expriment. Il n'est donc pas aisé de décider. Mais vous êtes un homme très expérimenté, vous connaissez ces hommes, vous les avez côtoyés, vous savez qui est Idriss Déby. Je ne voudrais toujours pas me prononcer sur un chef d'État. Simplement, je vous dis la chose suivante. Lorsque les Africains se sont prononcés dans un rapport qui est maintenant tenu confidentiel, en disant carrément que les choses se sont mal passées, qu'il y a des doutes. C'est la première fois que l'Union africaine se prononce de cette manière aussi claire contre une élection. C'est quand même important. Le président Idriss Déby est actuellement le président en exercice de l'Union africaine. Mais il n'est que président en exercice de l'Union africaine. Et il ne décide pas tout seul de tout. Le président de l'Union africaine, c'est-à-dire des chefs d'État, de la conférence des chefs d'État, est un primus inter pares. Il n'a même pas une voix prépondérante. Il décide collégialement et il prend des décisions. Alors, on a souvent l'habitude de dire que les chefs d'État sont dans une situation où on dit, où les uns et les autres se disent « gratte-moi le dos et je te gratte le dos ». C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Un club fermé. Un club fermé. Mais lorsque ce club fermé se prononce dans le sens du rapport que vous connaissez, c'est la première fois. Et c'est donc un hommage à rendre à l'Afrique qui s'est prononcée clairement pour la première fois dans une situation comme celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs d'État, malgré tout ce que je viens de dire,
ont honte d'avoir comme collègue un voleur d'élection, un tueur du peuple, un massacreur. Ils ont honte de voir qu'il a été pris la main dans le sac. Vous voyez? C'est donc... quand même, il faut rendre hommage à cette décision de l'Union africaine, même si elle n'a pas été publiée. Pour l'instant, ça reste confidentiel. Alors, revenons ou essayons de parler un peu plus de l'actualité gabonaise locale. Aujourd'hui, le Gabon connaît plusieurs grèves et les écoles ne fonctionnent quasiment pas. Et à vous écouter parler, puisque j'ai suivi certaines de vos interviews, vous déclarez que ce succès, c'est issu de votre plan. Un plan que vous avez qualifié, un plan d'ingouvernabilité du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les Gabonais peuvent encore supporter cette situation? Et si oui, combien de temps encore? Nous sommes en train de vous dire que les Gabonais ont regardé la communauté internationale, ont suivi les conseils de la communauté internationale. Si la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités, le peuple gabonais les prendra. Et l'ingouvernabilité du pays n'est qu'un commencement de cette prise de décision, cette prise en main de l'avenir du pays. Deux autres questions, Monsieur le Président, avant de terminer. Je voudrais aussi vous demander ou avoir votre réaction sur la violence de la Charte africaine sur la démocratie et les élections. Aujourd'hui, c'est quasiment dans tous les pays que c'est comme ça. Quelle est votre réaction? Non, mais c'est tout à fait ce que je viens de dire. L'Union africaine a adopté les valeurs que l'on considérait avant comme des valeurs occidentales, qui sont considérées aujourd'hui comme des valeurs partagées, des valeurs universelles. Et ce sont ces valeurs qui sont contenues dans la charte en question, dans la charte pour la bonne gouvernance, la démocratie. Donc, on ne devrait pas faire ce qu'Ali fait. C'est absolument contraire à la charte qui est entrée en vigueur. Il devrait donc être condamné en vertu de cette charte. Comment analysez-vous, Monsieur le Président, la réforme de la Commission de l'Union africaine entreprise par le président rwandais Paul Kagame? Est-ce que ça va dans le bon sens? Comment vous analysez cela? Quelle réforme? La réforme qu'entreprend Paul Kagame. Il s'est entouré par exemple de l'ancien président de l'ABAD, M. Kaberuka, et ils sont en train de travailler sur la réforme de la Commission de l'Union africaine. Mais la réforme de la Commission de l'Union africaine ne se fait pas par un État. Il y a 54 pays. La réforme ne peut passer que si elle est adoptée par les pays. Et donc, je ne connais pas très bien cette réforme. J'avoue que... Elle n'est pas publiée, mais ils sont en train de travailler. Il a constitué une équipe et ils vont travailler sur cette réforme. Lorsque on voit M. Paul Kagame, le président rwandais, être en tête de cette commission, comment vous interprétez cela, par exemple? Non, je vous dis simplement que la commission de l'Union africaine, elle ne peut être réformée que par l'ensemble des États. Vous savez que le défunt président Kadhafi s'était illustré dans la nécessité de créer une commission de l'Union africaine qui tende vers la supranationalité. Et malgré tout ce qu'il a fait, malgré les sommes qu'il a déversées, malgré la bonne volonté qu'il a entreprise dans cette direction, il n'a pas été suivi. Et ça ne s'est pas fait tel que Kadhafi le souhaitait. Donc, toute autre personne qui entreprend une campagne pour réformer le continent, bienvenue à cette proposition, à condition qu'elle soit acceptée par les autres pays. Une question politique, Monsieur Jean Ping, l'opposition gabonaise dont vous êtes le porte-étendard, le représentant aujourd'hui, va-t-elle participer aux prochaines élections législatives au Gabon? Bon, cette question est âprement débattue à ce jour, en notre sein. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, et la diaspora en général, ici et ailleurs,
ceux qui se sont exprimés ouvertement en me proposant un certain nombre de décisions sont contre la participation. Cette question est en plein débat entre nous au sein de la coalition qui a gagné les élections. Mais la vie personnelle de M. Jean Ping, c'est quoi? La vie personnelle de M. Jean Ping, permettez-moi de vous le dire, ne doit pas prévaloir. Nous ne sommes pas, je ne suis pas un dictateur. Je travaille absolument en collégialité avec les autres membres de la coalition. Et nous prendrons cette décision d'un commun accord. Je peux simplement vous dire ceci. Ce n'est pas la première fois que ce débat s'est instauré entre nous. Nous l'avons eu pendant l'élection présidentielle. Il y en a qui ne voulaient pas qu'on aille aux élections, en disant que c'est un piège à vous imaginer, et d'autres qui disaient qu'il faut y aller. Après un long débat, nous sommes allés aux élections, nous avons gagné les élections. Imaginons que ceux qui voulaient que je ne participe pas, qu'on ne participe pas, aient réussi, c'est-à-dire la chaise vide. Ali serait aujourd'hui président incontesté. Il aurait été seul candidat, il aurait gagné. Donc vous êtes contre l'idée de la chaise vide? Non, non, non. Je vous dis, c'est un débat. J'ai donné l'illustration du cas de l'élection présidentielle, parce qu'après un long débat, nous nous sommes tous entendus pour aller aux élections. Voilà. Il faut laisser la démocratie jouer. Cette fois-ci aussi, il faut que la démocratie joue. Quelle que soit mon opinion, il faut qu'on arrive à un consensus. Et nous arriverons à un consensus. Monsieur le Président Jean Ping, il y a une caméra ici. La dernière question pour notre entretien serait de vous demander de nous définir ce que c'est que le Gabon aujourd'hui, en tout cas le Gabon de 2016-2017. Comment définiriez-vous le Gabon aujourd'hui? Écoutez, le Gabon est d'abord un pays relativement petit, par sa population surtout. Nous n'avons qu'1,5 million d'habitants pour un pays qui est plus grand que la moitié de la France. Donc vous imaginez ce que c'est dans ce contexte régional d'Afrique centrale. La région d'Afrique centrale n'a jamais marché correctement comme celle de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique de l'Est ou même la SADC. Les autres régions s'impliquent toujours. Les autres sous-régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, la SADC. Vous voyez que les régions jouent un rôle important dans la résolution des crises, dans la promotion du développement, dans la promotion de la gouvernance, jouent un rôle important. L'Afrique de l'Ouest, vous savez ce que la CEDEAO joue comme rôle dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans d'autres cas connus. Vous savez le rôle que joue la SADC dans la résolution des conflits, dans la prise de décision, dans l'organisation de la sous-région. Vous étant ressortissant du Congo, de la RDC, vous savez comment la SADC s'implique dans la résolution des conflits en RDC. Mais la RDC est aussi membre de l'Afrique centrale. Et vous voyez que l'Afrique centrale ne joue aucun rôle en ce qui concerne mais absolument aucun. Et vous voyez donc que ce problème de notre sous-région est un problème essentiel. Il nous faut redynamiser. Il nous faut mettre en place une sous-région qui marche. Et ça ne dépend que des chefs d'État. Je pense donc que notre arrivée à la gestion des affaires au Gabon, nous allons essayer d'amener les autres partenaires d'Afrique centrale à jouer un rôle de plus en plus grand dans le développement économique de l'Afrique centrale, dans la mise en place d'institutions pour la paix en Afrique centrale. Nous allons proposer modestement
parce que nous sommes un petit pays comparé à la RDC. Nous sommes un petit pays comparé au Congo. Nous sommes un petit pays comparé au Tchad. Nous sommes un petit pays comparé à beaucoup d'autres pays de la sous-région, à l'Angola, qui sont au Cameroun. Donc, nous allons simplement être une simple force de proposition, modestement. En tout cas, merci M. Jean Ping d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chers internautes, c'était Jean Ping. Merci d'avoir suivi Droit de Cité. À bientôt. Au revoir.